je veux faire une émission didactique. Parce que les économistes qui disent cela, il faut qu'ils sachent que c'est possible. Mais quand on parle de panier de monnaie, cela veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Cela veut dire que vous prenez des monnaies étrangères, 1 dollar, 1 euro, 1 yen, vous mettez dans un panier, vous mélangez et vous déterminez une valeur de référence et puis votre monnaie à vous, vous lui donnez une valeur par rapport à cela. C'est ça le panier. Absolument. En quoi c'est différent du système que nous avons? Y a-t-il pas un taux de conversion entre l'euro et le dollar, entre l'euro et le yen, entre l'euro et le yuan? Voyez-vous, il y a quelques années, il n'y avait pas l'euro. Il y avait les monnaies nationales. Ça faisait un panier, l'addition de tout ça faisait un panier. Ce panier est confondu dans une seule monnaie qui s'appelle l'euro. Les gens nous ont rejoints d'ailleurs. Ils ont rejoint dans une monnaie commune. Donc, ces monnaies diverses, on a mis le panier ensemble et on a déterminé une valeur. Et notre monnaie la valeur est déterminée par rapport à cette nouvelle monnaie. Hier, c'était un panier, aujourd'hui, c'est une seule monnaie. C'est des faux problèmes. Mais pourquoi les pays africains ne peuvent pas mettre en place une monnaie africaine? Alors, c'est quoi une monnaie africaine? Une monnaie africaine, c'est une monnaie dont la contrepartie est l'économie africaine. Une monnaie africaine, c'est une monnaie qui est gérée en toute souveraineté par les Africains. Les Africains de l'Union, de l'espace UEMOA que nous sommes, gèrent en toute indépendance, en toute souveraineté, leur monnaie. Gèrent la politique monétaire. Il n'y a pas de doute là-dessus. La Banque centrale est gérée par des Africains. Le gouverneur est africain. Il n'y a pas un seul expatrié dans cette banque. Alors, ça, c'est déjà important. Les organes de gestion de la politique monétaire, le comité de politique monétaire, ce sont des Africains. N'est-ce pas? Le conseil d'administration, ce sont des Africains. Sauf qu'il y a un représentant de pays avec lequel nous avons un accord de coopération. Mais la plupart des banques qui sont implantées dans les pays africains, c'est des filiales étrangères. Vous permettez, je veux faire de l'explication. Oui. Permettez-moi que... je ne passe pas une émission politique. Oui. Bon, c'est une explication, je crois que pour vous-même c'est mieux. Je veux faire une émission d'explication. Donc, la monnaie est gérée par les Africains. Les décisions, on parle de politique monétaire, en tout cas pour la Banque centrale, les décisions qui sont prises par les Africains. Des chefs d'État au Conseil des ministres, en passant par le Conseil d'administration et les responsables de la BCE, ce sont des Africains. La Banque centrale est en Afrique. Le siège est à Dakar, en terre africaine. Tous les agents sont africains. À moins d'être vraiment... mais certains économistes... Ça n'a rien à voir avec les économistes. À moins de penser que nous sommes... Effectivement, nous avons ce complexe. Je ne vois pas comment on peut dire que la monnaie n'est pas africaine. Maintenant, on peut parler des banques. Les banques sont ici installées chez nous. Le capital des banques est diversifié. Il y a des banques qui sont détenues en capital par des gens qui ne sont pas africains. C'est comme une entreprise. Mais la politique de crédit au plan général est menée, déterminée par la Banque centrale, n'est-ce pas? Au plan macroéconomique. Les pratiques, les octrois, les décisions d'octroi de crédit sont prises par les responsables de ces banques-là. Ils sont installés chez nous. Qui peuvent être des Africains
comme par des Africains. Mais justement, le président Macky Sall a tiré sur ça. Alors, en disant que... Alors, non. Allez-y. Alors, le président Macky Sall n'a pas dit ça. Alors, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des banques africaines. C'est une entreprise comme une autre. N'est-ce pas? Une entreprise comme une autre. Oui, le président Maintenant, le président Macky Sall s'est inquiété des taux d'intérêt. Des taux élevés. D'intérêt de ces banques. Des taux d'intérêt élevés. Je vais vous rassurer. C'est une préoccupation tout à fait partagée, même par les responsables de banques centrales. Alors, c'est une des problématiques qui se posent à tous les gestionnaires, à tous les responsables des banques centrales. Pourquoi? Parce que dans un contexte où on a libéralisé, n'est-ce pas, la politique monétaire, où la politique monétaire n'est plus dirigiste, où la politique de taux d'intérêt n'est pas décidée, les taux d'intérêt aux clients, débiteurs comme créditeurs, pratiqués par les banques, n'est pas déterminé par la Banque centrale, ce que l'on voudrait, c'est que les signaux qui sont donnés par la Banque centrale, à travers ce qu'on appelle son taux directeur, ces signaux-là soient compris par les banques. En d'autres termes, il y a des moments où la Banque centrale, comme actuellement, dit la situation fait que me permet d'avoir un taux directeur bas. Cela signifie, si les banques voulaient emprunter à la Banque centrale, parce que vous avez des problèmes de ressources, vous voulez emprunter à 3%. Si c'est 3%, alors il faut bien sûr y mettre la marge qu'il vous faut, dont vous avez besoin pour équilibrer votre exploitation et même en faire une exploitation excédentaire, profitable, parce que c'est une entreprise. Mais sachez aussi qu'il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire les entreprises. Mais est-ce que la Banque centrale a les moyens de contraindre ces banques-là à ne pas appliquer des taux excessifs? Je viens de vous dire que la politique de libéralisation fait que la Banque centrale ne contraint plus, n'est-ce pas? Qu'elle veut que les messages qu'elle envoie soient compris. La problématique, c'est de savoir si ces messages ne sont pas compris par les banques, que fait la Banque centrale? Je pose la question. C'est ça la question. Mais vous la posez mal. Je vous pose la question. Bon, c'est moi qui vous la pose maintenant. C'est ça la question. Alors, je vous dis que ça, c'est une problématique qui se pose aux banquiers centraux aujourd'hui. Il y a plusieurs instruments. Il y a plusieurs instruments qui s'offrent à nous, c'est trop technique. Il y a plusieurs instruments qui s'offrent aux banquiers centraux. Il y a plusieurs instruments qui posent. Mais, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a au moins un instrument légal. Je dis bien légal. C'est qu'en tout état de cause, les taux débiteurs que les banques font aux clients ne doivent pas dépasser un certain seuil que l'on appelle l'usure. Alors si cela atteint ce seuil-là, alors la banque a enfreint à la loi. C'est quoi le seuil? Écoutez, le niveau, je ne sais pas, vous n'avez qu'à regarder, vous savez, je suis maintenant dans un domaine autre que ça. Hein. Mais si on se met aujourd'hui dans la peau d'un Ivoirien ou d'un Sénégalais qui veut aller emprunter de l'argent dans une banque et qui trouve les crédits sont excessifs, qu'il faudrait que la Banque centrale qui prête à ces banques puisse agir pour que ces taux soient moins bas, qu'ils puissent construire, qu'ils puissent cultiver, qu'ils puissent manger. C'est plus bas, vous voulez dire. Plus bas, voilà. Soit plus bas. Que faut-il faire? Alors, c'est bien ce que je vous dis. Je vous répète qu'il fut un temps où le prix de l'argent prêté était indexé sur le taux de la Banque centrale. Il fut un temps. Nous avons laissé ce mécanisme. Pourquoi? Parce que nous avons libéralisé. On ne contrôle plus les prix au Sénégal. On ne contrôle plus les prix nulle part. Le contrôle des prix, administratif des prix, a amené des distorsions. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise option, ça? Le prix contrôlé. Peut-être. Si on ne contrôle pas, il y a des abus. Quand on contrôle aussi, il y a la triche. Bon, alors, laissez-moi finir
de vous expliquer, on ne contrôle plus les prix. Par conséquent, le taux d'intérêt étant un prix, on ne le contrôle plus. Maintenant, il y a au moins un élément sur lequel on peut jouer. La diversité des banques, n'est-ce pas? La diversité des banques qui prêtent. Le nombre de banques qui prêtent. La concurrence. En théorie économique, la concurrence, lorsqu'il n'y a pas entente, et l'entente est prohibée en ce qui concerne l'octroi de crédit, si la concurrence, elle n'est jamais parfaite, mais si elle joue normalement, alors ça va jouer sur le taux d'intérêt. Cela veut dire que si vous, monsieur Diop, vous voulez un crédit, vous allez trouver une banque. Si votre dossier est bon, que la banque vous fait une proposition de taux. Si votre dossier est bon, vous allez dans une autre banque. N'est-ce pas? Et ainsi de suite. Mais à la réalité des faits, on a l'impression qu'il y a une entente entre les banques par rapport au crédit. Alors, s'il y a une entente, l'entente est prohibée, elle doit être punie. Est-ce que les moyens sont là pour punir cette entente? Toute la question est là. C'est comme il n'y a pas le moyen pour pourchasser tous les tricheurs, hein, n'est-ce pas? Il n'y a pas que dans ce domaine-là où on triche. Dans la vie courante, il y a tellement de tricheurs. Il y a des gens qui font de l'argent sale, qui font de la drogue, etc. Donc, mais ça n'empêche qu'il faut des règles. Alors, je vous dis que voici les moyens. Est-ce que ces moyens-là sont efficaces? Apparemment, non. Est-ce qu'il faut les réformer, ces moyens? Est-ce qu'il faut chercher d'autres moyens? Bien sûr, il faut toujours chercher. Lesquels? Mais j'en sais rien. On cherche. Vous avez dit chercher, non? Continuez à chercher. Alors, nous avons dit, si vous voulez vraiment que je vous restitue, nous avons dit, cette problématique a été posée, c'est une question importante, parce que ce que la Banque centrale fait doit être transmis à l'économie réelle. Bon, alors, j'ai parlé de concurrence dans les banques. Vous parlez aussi d'autres institutions, n'est-ce pas? Les microcrédits, la finance de proximité. Il faut inclure tout le monde dans le secteur. Il faut multiplier, n'est-ce pas, les guichets. Tous ces éléments, l'approfondissement du système bancaire, l'approfondissement des mécanismes, parce qu'il n'y a pas que le crédit, cher ami. Il n'y a pas que le crédit qui doit financer le développement. Hein? Le crédit bancaire, je dois dire. Il y a d'autres formes. Et la banque a beaucoup travaillé là-dessus. Les entreprises individuelles ou les sociétés ont aussi la possibilité, à travers d'autres mécanismes, d'aller emprunter de l'argent pour financer leur activité. Tout ça, mis ensemble, crée la pression sur les tricheurs ou ceux qui ne respectent pas la loi ou qui tendent, pas seulement les tricheurs, parce qu'ils sont très peu ils sont très peu nombreux, mais également ceux qui, pour une raison ou une autre, n'entendent pas les messages qui sont envoyés par la Banque centrale. Je crois que c'est un système effectivement très sophistiqué. J'essaie de vous expliquer cela, parce que la facilité qui n'est pas productive, eût été que la Banque centrale soit directive, qu'elle aille fixer les prix. Mais si on fixe le prix du crédit, il faut fixer le prix du riz, il faut fixer le prix de la viande, contrôlé. Donc il faut fixer tous les prix. On rentre dans un système socialisant, communiste, et qui n'a pas fait ses preuves. Donc il y a aussi une logique dans tout cela. Si on veut rentrer dans un système où l'État, où la Banque centrale, ou les institutions contrôlent tout, fixent tout, a priori, et contrôlent a posteriori, ça peut se faire. Mais alors on tue l'initiative économique, l'esprit d'entreprise. Il faut bien que les gens comprennent que chaque système a sa logique. Ce qu'il faut, c'est que chaque acteur, les acteurs participent à la mise en place, au développement de cette logique pour qu'elle soit profitable
à tout le monde. Vous êtes le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation en Côte d'Ivoire. Depuis quelque temps, on voit que dans votre pays, il y a pratiquement de l'insécurité, des attaques un peu partout. Où en êtes-vous avec ce processus? Vous me parlez de réconciliation, vous me parlez d'insécurité. Mais c'est ce qu'on a constaté. Alors, non, mais vous avez raison dans une certaine mesure. Mais vous savez, c'est un processus que tout le monde doit soutenir. Et je vais vous expliquer pourquoi, encore une fois. Je vous ai parlé de l'importance de créer un espace commun de solidarité. Et je vous ai parlé des avantages qu'il y a à avoir de gérer des souverainetés ensemble. Et je vous ai dit que la monnaie, c'est un instrument important. Je vous ai dit les transports, le développement et le déplacement, c'est important. Je vous ai dit la circulation des personnes, c'est important. Je vous ai dit le droit d'établissement, c'est important. Voici le projet. Et dans ce projet-là, il y a des États. Et je vous ai dit aussi que malheureusement, le fédéralisme politique n'est pas encore au point. Ça veut dire qu'il y a effectivement des États indépendants. Et dans ces États indépendants, il peut y avoir des problèmes. Et c'est le cas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, vous savez, le rôle et l'importance qu'elle a dans l'espace économique et monétaire. La Côte d'Ivoire, pendant longtemps, a été considérée comme un espace de stabilité, comme le moteur économique, politique même, de l'espace. Elle connaît des problèmes. Des problèmes depuis 10 ans, au moins. C'est trop. Mais dites-moi, ces problèmes-là qu'elle connaît, n'ont-ils pas eu de répercussions, pensez-vous, sur la situation des autres pays? Ma réponse est oui. Donc, c'est une affaire, maintenant que nous sommes sortis de l'épicentre du séisme, que nous cherchons à ramener la Côte d'Ivoire sur ses rails, n'est-ce pas, dans son destin, dans son rôle, ma conviction, et c'est pour ça que j'ai accepté cette mission, c'est que c'est une mission à laquelle doivent participer non seulement tous les Ivoiriens, mais tous les habitants de l'espace UEMOA, là où ils sont et comme ils le peuvent. Cela dit, c'est un processus compliqué, difficile, parce qu'il parle au cœur, il parle aux esprits, n'est-ce pas? Il y a eu des choses graves qui se sont passées. Nous avons fait une élection et il y a eu la guerre. Quand il y a la guerre, il y a des traumatismes importants. Il y a des victimes, il y a des morts. Donc nous sommes sortis de cela, c'est ce que j'appelle l'épicentre. Et nous allons vers la réconciliation par le rassemblement de tous les Ivoiriens. Et de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, voyez-vous. Dans la commission que je préside, il y a un représentant des ressortissants des pays membres de la CEDEAO, des autres pays membres de la CEDEAO. Alors, ce processus avance. Le président, sur le terrain, terrain, avance lentement, mais il avance sûrement. Mais sur le Maintenant, terrain, il y a des insécurités, il y a des problèmes. Les coups de feu sur le terrain ne veulent pas dire que la constellation est là. Il semble que ceux qui sont avec Laurent Gbagbo, qui étaient avec lui, estiment qu'aujourd'hui, qu'ils doivent le défendre, qu'ils doivent revenir aussi au pouvoir. On parle du Ghana, ceux qui sont réfugiés là-bas. Il y a eu même des informations concernant une certaine jonction qui aurait lieu entre ceux-là et le Nord Mali. Le débat a été posé aujourd'hui. Il y a trop de questions à la fois. Il y a trop de questions. Mais je vais essayer de répondre. La question fondamentale, c'est que la réconciliation aujourd'hui n'est pas encore de mise en Côte d'Ivoire. Bon, voilà. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Mais comme vous voulez placer vos préoccupations que vous entendez à gauche, à droite, alors que vous devez saisir l'occasion de la présence du président d'un processus, que je veux un processus inclusif, participatif, y compris, alors je vais me mettre dans ma peau et vous répondre à vos préoccupations, pas les préoccupations de rue, mais les vraies préoccupations. Alors, vous avez dit à juste titre qu'il y a des irruptions de l'insécurité. L'insécurité, malheureusement, est quelque chose de partagé partout. Mais chez nous, ça prend un peu plus d'ampleur parce que c'est le résultat de la
peut être considéré comme le résultat de la fracture. Ça prend un peu plus d'ampleur parce que ça prend la forme d'attaque, n'est-ce pas? Par exemple, de camps, etc. Cela veut dire que tous les foyers de mécontentement n'ont pas été, disons, éteints. Bon, nous travaillons à cela. On peut dire effectivement que là où il y a réconciliation, là où on travaille sur la réconciliation, ces irruptions de violence sont antinomiques. Mais cela ne veut pas dire que le processus ne continue pas. C'est ça qui rend difficile le processus. Parce que si on pouvait le faire d'un coup de baguette magique, eh bien on le ferait. J'ai un ami qui a dit quelque chose, la réconciliation, ce n'est pas un match de football. On dit, on siffle le début du match et 90 minutes après on a arrêté. Donc maintenant, vous avez posé un tas d'autres questions. Ce sont les éléments justement qu'il faut prendre en compte pour arriver à la réconciliation. Et c'est le programme. Vous avez parlé des partisans de Gbagbo. Je ne travaille pas comme cela. Je travaille pour que le peuple ivoirien se mette ensemble, se rassemble, règle le problème qu'il a connu, et que ce que nous avons fait de pas bien, ceux qui l'ont fait le reconnaissent, ils sont dans tous les milieux, reconnaissent donc la repentance, et que les victimes acceptent la repentance, et qu'ensemble nous allions au pardon. Voici le programme. Et que les victimes reçoivent réparation. Voici le programme. Ceux qui sont et ce programme-là, il passe par la prise en compte des préoccupations des uns et des autres, y compris ceux qui sont partis de Côte d'Ivoire, qui sont en exil, alors même que la Constitution de Côte d'Ivoire interdit à tout Ivoirien d'être exilé. Nous travaillons là-dessus. Nous travaillons, créons les conditions pour qu'ils reviennent. Ceux qui sont avec Laurent Gbagbo parlent de justice de vainqueur. Ils disent que ceux qui sont mis en prison, arrêtés ou pourchassés, ce sont ceux-là qui étaient avec Laurent Gbagbo la plupart du temps. Ils demandent aussi à ceux qui sont du camp de l'actuel président Alassane Ouattara soient aussi soumis à la justice. Oui, mais je ne suis pas autiste. Ils parlent de justice de vainqueur. Je ne suis pas autiste. Moi, je ne suis ni dans la justice de vainqueur, ni dans la justice des vaincus. Je suis dans la réconciliation. Est-ce qu'on peut faire réconciliation? Je ne peux pas empêcher quelqu'un de penser. Mon rôle, ce n'est pas de rentrer dans la logique de partition. Mon rôle, c'est de respecter les uns et les autres et de leur expliquer qu'il y a un intérêt national. Mon rôle, c'est de réconcilier les contraires. Tout ce que vous dites là n'apporte rien. Ce sont les données du problème. Mon rôle, c'est de résoudre le problème. Mais c'est des questions posées. Non, ce n'est pas des questions, ce sont les données du problème. Oui, mais c'est plus que des questions. Est-ce qu'il peut y avoir justice et réconciliation, dialogue sans justice? On verra. On verra. Ce sont des questions faciles à poser, difficiles à résoudre. Mais je vais répondre. La réconciliation, le processus que je conduis, est baptisé. Je ne fais une parenthèse. Je souhaite que le Sénégal ne connaisse pas cette situation. Je me souviens que quand vous êtes venu m'interviewer il y a quelques mois, je vous ai mis en garde. J'ai mis mes frères sénégalais en garde contre le syndrome ivoirien. Alors, le syndrome ivoirien nous a amené, il ne faut pas y entrer. Maintenant, nous sommes dans cette situation-là, nous sommes en train d'expérimenter ce qu'on appelle une justice restaurative, une justice transitionnelle, n'est-ce pas? Où c'est le pardon, mais c'est la justice qui demande repentance, reconnaissance de la faute commise, n'est-ce pas? Réparation et repentance et le pardon. C'est de la justice. C'est la justice dont nous sommes chargés. À côté de cela, il y a la justice républicaine, n'est-ce pas? Et qui fera en sorte qu'il n'y ait pas d'impunité. Ni impunité, ni vengeance. Telle est notre devise, la devise de la Commission. Pas d'impunité, pas de vengeance, parce qu'il faut penser toujours au mort. En même temps, nous devons faire en sorte qu'on se réconcilie. Ce n'est pas facile.
Il faut convaincre les uns et les autres. Et convaincre les uns et les autres, c'est convaincre tout ce que vous avez dit là. Mais convaincre aussi tous ceux qui sont, comme vous dites, de l'autre camp, qui pensent que c'est eux qui ont raison. Cette crise a un passé. Cette crise a un passé récent, plus lointain, mais nous venons prendre en compte tout ce passé et ce passé récent pour créer un avenir d'un peuple réconcilié, un peuple rassemblé et qui se disent qu'il est passé par des phases qui ne sont pas dignes de son destin. Et cela, c'est une œuvre exaltante, difficile, mais c'est une œuvre d'intérêt national. Donc tout ce que vous avez dit, ce sont des éléments de la question. Hein? Tout ce que vous avez dit, la justice des vainqueurs, ce sont des éléments de la question. Nous devons persuader les uns les autres que nonobstant cela, la nation ivoirienne est une réalité. La Cour pénale internationale va juger l'ex-président Laurent Gbagbo. Est-ce que son jugement, sa condamnation ou sa libération éventuelle ne cause pas encore plus de problèmes à la Côte d'Ivoire, compte tenu qu'il a beaucoup de partisans dans son pays? Cher ami, ce que vous voulez dire, ce que vous pouvez dire, c'est que le sort de l'ancien président, que ce soit à La Haye, aujourd'hui à La Haye, ou ailleurs, n'est pas neutre par rapport au processus de réconciliation. Il peut être un élément qui rend difficile le processus de toute façon, n'est-ce pas? Aux yeux d'un certain nombre d'Ivoiriens, sa présence en dehors de la Côte d'Ivoire crée des difficultés. D'abord, c'est normal, si vous avez un parent ou un leader qui est privé de liberté, c'est normal que cela joue sur vous, sur votre capacité à aller vers l'autre. Il y a aussi ceux qui estiment que c'est bien qu'il soit là-bas, parce qu'il aura mérité ce qu'il est là. Donc, pour moi qui ne suis pas là, dans un camp ou dans un autre, je dis que le sort du président Gbagbo n'est pas indifférent au processus de réconciliation. C'est tout cela qu'il faut prendre en compte, au-delà du sort des individus, aussi éminents qu'ils soient. Il faut qu'en Afrique, et en particulier en Côte d'Ivoire, il faut qu'on pense à la nation, au peuple. Au peuple. Le peuple est voir. C'est vrai, c'est malheureux, mais ça fait 10 ans. Nous faisons en sorte qu'on arrête ce cycle de violence. Nous faisons en sorte qu'on arrête ce cycle d'exclusion des uns et des autres, pour que les Ivoiriens se rassemblent. Voici le programme. Donc, oui, le sort du président Gbagbo n'est pas indifférent à la réconciliation. Mais de plus en plus, les juristes africains contestent justement que des chefs d'État africains soient jugés à l'extérieur. Et que l'Afrique doit être capable de juger ses profits. Écoutez, je suis un Africain, je suis un responsable. Vous avez dit tantôt que j'ai assumé des responsabilités importantes. J'ai mon opinion là-dessus. Mais aujourd'hui, je suis chargé de ramener mes frères ivoiriens ensemble. Et ce n'est pas le moment pour moi de m'étaler, n'est-ce pas? Si vous voulez un peu imaginer ce que je pense, consultez ma vie, vous verrez un peu quelles sont mes positions sur ces questions-là. Pour le moment, je travaille pour la réconciliation des Ivoiriens. Après, on verra l'idéal de ce que les Africains doivent faire. J'aime mes opinions là-dessus. Il n'y a pas que là à écouter. Ici, Nabré, il est ici, non? Oui, il est ici. Depuis combien de temps? Depuis plus de 20 ans. Voilà. Je suis avec Charles Konabani. Charles Konabani, c'est l'ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire, ancien gouverneur de la BCEAO, président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir reçu l'équipe de TFM dans votre loge ici au Méridien Président. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Au revoir.